Et salut les amis et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton de nouveau pour parler d'une ribambelle de jeux. On va parler de quelques jeux aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous les expliquer très brièvement. L'idée c'est de faire 4-5 minutes par jeu, pas plus que ça. Et à la fin je vous dis ce que j'en ai pensé en donnant une note sur 10. On continue sur cette petite pratique là que vous semblez apprécier en tout cas. Et juste avant qu'on démarre, évidemment, l'éternel pouce bleu et on s'abonne. Je sais que ça peut paraître redondant vis-à-vis de certains, je lis vos commentaires, hein, croyez-moi. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu obligatoire pour pouvoir faire vivre cette chaîne, donc, eh bien, ça prendra que 2 petites secondes. Je m'arrête là, on commence maintenant. Et on démarre avec un truc qui s'appelle comme ça, qui s'appelle le monde de Runeterra. Donc le monde de Runeterra, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir reconstituer une sorte de monde, donc c'est post-apocalyptique, voilà, mais en gros, vous allez le reconstruire en posant des tuiles côte à côte, de manière à construire un carré de 4 par 4, et lorsque ce carré est terminé, eh bien la partie s'arrête. Mais il n'y a pas que ça, parce que lorsque vous allez placer des petites tuiles de cette manière-là, vous allez avoir des symboles engrenages dessus qui vous permettront, si vous arrivez à les connecter de la bonne manière et sur les bons terrains, de poser des bâtiments dessus de la forme, donc ce sont des polyomino que vous allez placer, et en fonction du bâtiment que vous allez placer, eh bien vous allez avoir des effets, donc des points, parfois des points supplémentaires, si jamais, je sais pas, vous êtes celui qui en avait construit le plus, enfin, il y a une ribambelle d'effets différents, parce que c'est ça la richesse du monde de Runeterra, c'est que vous allez pouvoir moduler vos parties avec les cartes que vous avez qui correspondent aux bâtiments que vous allez placer. Chaque bâtiment donc comprend une carte, la carte elle est recto verso, vous avez des effets différents, des choses beaucoup plus passives, des choses beaucoup plus agressives, beaucoup plus compétitives, vous allez parfois influer sur le plateau de votre adversaire en plaçant des jetons bric-à-brac qui viennent cacher des symboles qui rapportent des points. Vous allez aussi pouvoir placer des habitants en fait sur les petits engrenages là où vous placez pas de bâtiment en fait, si jamais vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, vous pouvez mettre des jetons habitants qui rapportent des points. Il y a certaines tuiles qui vous permettront de gagner plus de points en fonction de la carte que vous aurez sélectionnée en début de partie. Vous avez tout un tas de tuiles et de cartes différentes qui sont rangées donc dans des inserts en plastique que je m'en vais vous montrer de ce pas, et vous allez les placer donc sur votre plateau. Voilà ce que vous avez. Donc vous avez plusieurs configurations, 1, 2, 3, vous pouvez les mixer, vous pouvez faire ce que vous voulez un petit peu, et c'est ça finalement la richesse du jeu, c'est que vous allez avoir une rejouabilité qui est forte, dans le sens où vous allez pouvoir moduler vos effets et donc votre partie de la même manière. Donc c'est très efficace en termes de jeu de polyomino, ça se joue entre 20 et 30 minutes, moi je fais essentiellement des parties à 2 joueurs, c'est ce que je préfère, voilà, c'est ma configuration du midi grosso modo, lorsque je bosse et que j'ai ma pause du midi, j'emmène ce jeu là, je peux y jouer, donc ça marche très bien, c'est très efficace, finalement la courbe d'apprentissage est assez simple, vous allez rapidement prendre la mesure de ce que vous demande en tout cas le monde de Runeterra. Son point noir, parce que oui il y en a un tout de même, c'est son matériel, qui n'est pas très qualitatif, on va pas se mentir. Vous avez vu ces boîtes qui sont, elles, pour le coup, très qualitatives et qui contrastent fortement avec la qualité du carton utilisé dans le matériel de ce jeu et dans la boîte aussi de rangement. Et je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, c'est la première fois que je suis confronté à ça. Alors, ça m'est arrivé à l'époque des très vieux jeux, voilà, mais aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, vous avez un jeu qui s'abîme beaucoup. Voilà, le jeu, ça fait pas très longtemps, ça va faire 1 mois que je l'ai, je l'emmène dans mon sac comme toujours, comme tous les autres jeux, je n'ai jamais eu de soucis, ça fait bien 4 ans que j'emmène des jeux au boulot, et ben celui-ci, il n'a pas apprécié la manœuvre, pourtant je le cogne pas, mais bon, il y a l'illustration qui s'en va de la boîte, voilà, là c'est déchiré sur le côté, derrière ça s'est enfoncé, lorsque j'ai pris la boîte, il y avait 2 jeux dessus, mes doigts se sont enfoncés dans la boîte, pour vous dire. Donc voilà concernant le monde de Runeterra, qui est un jeu très efficace, très accessible, qui pêche un peu par son matériel moins qualitatif, c'est un petit peu dommage, enfin son contraste de matériel tout du moins entre ces boîtes et ce carton qui est vraiment peu qualitatif. Voilà, donc pour moi le monde de Runeterra c'est un 7 sur 10, mine de rien on s'amuse bien, je trouve que vraiment cette idée de pouvoir moduler les parties est très intéressante, voilà, donc que dire de plus? Bah rien, j'ai tout dit, je pense que j'ai tout dit. On continue avec un petit jeu que j'ai eu en vente privée. Je vous parlais de ça, donc il y a certainement pas mal d'entre vous qui avaient pris les Burgle Bros, et ça c'est le premier, Burgle Bros donc de Team Fowers. Ça j'avais présenté Paperback à l'époque sur la chaîne de Team Fowers qui était passé en Kickstarter, bon ça c'est les mêmes boîtes mais finalement les jeux n'ont pas grand chose à voir. Ici Burgle Bros c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez, donc c'est sur le thème du braquage de banque, hein, on a
un thème très Ocean's Eleven là ici, et votre but, eh bien, ça va être de découvrir chaque étage. Donc, vous avez 3 étages de chaque banque, et donc à chaque étage vous avez un coffre, et l'idée ça va être donc d'aller braquer ce coffre, sauf qu'évidemment lorsque vous allez vous déplacer dans certaines salles, vous allez révéler, et des fois il y aura des alarmes en fonction de, voilà, si vous avez des alarmes, donc vous avez une petite patrouille qui va vous prendre comme objectif pour vous rejoindre. Vous avez la même chose avec des détecteurs de métaux si jamais vous possédez des armes, ce genre de choses là. Bref, il va falloir explorer le terrain pour pouvoir découvrir la combinaison du coffre. L'idée c'est de grimper, braquer jusqu'à vous échapper avec ce système de patrouille qui à la fin de chaque tour va se déplacer donc à un objectif que vous allez tirer à chaque fois qu'il arrive à son objectif, vous allez en tirer un nouveau, et donc vous allez placer le dé qui va correspondre à la valeur de déplacement de cette patrouille qui va donc se déplacer dans un certain nombre de cases jusqu'à atteindre sa destination, et ainsi de suite. Vous avez donc des choses qui peuvent vous aider, comme des objets, voilà, des outils, des choses qui vont pouvoir vous aider. Voilà. Donc on est sur un jeu qui finalement est un jeu coopératif assez classique, hein, c'est quelque chose qui marche à peu près partout, un système de déplacement un peu Ameritrash, voilà. Avec un plateau qui va donc évoluer au gré des parties, hein, vous allez le constituer systématiquement, donc la rejouabilité va être aussi là-dedans, dans le fait que eh bien, chaque étage va être différent à chaque fois que vous allez rejouer. Donc on a un jeu ici qui est taille de poche, qui fonctionne bien. C'est pas mon préféré en termes de coopération. C'est un truc voilà, que je sortirai une fois de temps à autre, mais ça va pas sortir très souvent parce que aujourd'hui, en termes de coopératif, il y a des choses que je préfère que vis-à-vis de Burgle Bros. Néanmoins, on a un jeu qui est efficace, un jeu qui est bien expliqué. La règle elle est très touffue, hein, c'est une petite boîte, mais donc il faut s'accrocher quand même pour lire la règle. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est écrit très petit et c'est pas très aéré. Voilà, ça qu'on va dire, c'est quand même faut de l'investissement en tout cas pour y aller. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10. J'irai pas beaucoup plus loin que ça parce que c'est pas un jeu qui va sortir énormément ici. On va enchaîner avec un truc qui me tenait très à cœur. À l'origine, c'était en financement participatif, puis ça a été localisé par Yellow. Ça fait partie d'une gamme qui m'est chère, la gamme Unmatched. On va parler de Unmatched Chronix Inouï, donc Unmatched Aventure, et la nuance est importante puisque contrairement à Unmatched, qui est un jeu d'affrontement, donc entre 2 joueurs ou entre 4 joueurs si vous voulez jouer en équipe, moi je le conseille surtout à 2 joueurs, hein, je le dis à chaque fois, mais vraiment c'est comme ça en tout cas que je l'apprécie le plus. Et bien ici, c'est du coopératif. Différence majeure, bien évidemment. Vous prenez les règles d'Unmatched, vous les transposez là-dedans, vous ne changez rien des règles en tout cas des joueurs, parce que les joueurs vont jouer donc des personnages, même règles, toutes les mêmes règles. La différence résidera bien évidemment dans l'activation des ennemis et dans la cadence qu'il va y avoir dans cette partie qui sera donnée par des cartes d'initiative qui donc indiqueront qui va s'activer à quel moment. Parce que vous allez sélectionner un boss parmi les 2 qui se trouvent dans cette boîte. Donc vous avez l'homme papillon et l'envahisseur martien, et à chaque boss correspondra son plateau. Et vous allez donc devoir sélectionner également un nombre de sbires qui correspond au nombre de personnages qui seront joués dans cette partie. Mais ensuite, vous, de votre côté, en tant que joueur, ça fonctionne exactement de la même manière. La différence, donc, ce sont ces cartes initiatives. Chaque boss, chaque sbire et chaque joueur va avoir, à minima, une carte initiative. On va mélanger ce paquet et on va révéler pour savoir qui joue quand. Ça peut être vous, joueur 1, joueur 2, 3 ou 4, et ça peut être l'homme papillon, ça peut être le sbire intel, etc. Et donc vous allez activer les ennemis de cette manière-là. Je reviens pas sur comment fonctionnent les joueurs humains, si je puis dire. On va se concentrer sur l'IA, c'est très simple. Lorsque vous allez activer une carte de l'IA, vous allez avoir des effets qui sont indiqués dessus éventuellement, en fonction des sbires ou des boss que vous aurez sélectionnés, mais sinon ils vont s'activer toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont tenter de se déplacer vers un adversaire, donc vous, votre coéquipier, et l'attaquer. Mais si vous êtes trop loin, eh bien vous allez faire évoluer une piste de menace qui évoluera aussi à la fin de chaque manche, lorsque toutes les cartes initiatives seront jouées, donc suivant des conditions qui seront indiquées dessus. Et si la menace arrive au bout, eh bien suivant le boss que vous aurez sélectionné, vous aurez des effets différents. Si vous êtes du côté de l'homme papillon, vous allez détruire des ponts, donc il y aura 4 ponts. Si vous êtes du côté de l'extraterrestre, eh bien vous allez placer des crop circles qui vont offrir des pouvoirs différents aux cartes de combat du boss. Et si vous faites ça 4 fois, en gros la partie est terminée, c'est raté, c'est perdu, il faut éliminer le boss avant, ou si tous les joueurs ont perdu leur personnage, c'est pareil, c'est perdu. Voilà comment ça marche concernant Chronix Inouï, à savoir que les personnages qui se trouvent dedans peuvent être joués en compétitif. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est toujours la même dynamique de deck construit, en tout cas, vous ne construisez pas de deck dans une match, mais de deck construit avec la même dynamique d'effet, enfin bref, c'est la même chose, si ce n'est que maintenant il y a cette partie avec l'IA.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, la direction artistique de celui-ci est probablement la plus belle de toutes les boîtes d'Unmatched que j'ai vues jusqu'à maintenant. Et ça m'avait totalement séduit à l'époque du Kickstarter, donc c'était Restoration Games, c'est eux qui sont à l'origine donc de la Game Unmatched. Et déjà, de prime abord, la première chose que j'avais vue, en tout cas sur la page, c'est que c'était totalement réjouissant de voir ce style qui était très comics, très Mars Attack. Il y avait vraiment quelque chose, en tout cas un vrai caractère dans cette gamme qui m'a totalement plu, enfin dans cette boîte, pardon, qui m'a totalement séduit. Et le matériel est donc qualitatif, et donc on se retrouve sur le même type, donc sur la même typologie de matériel que vous pouvez avoir dans les boîtes Unmatched, donc avec des figurines avec un pré-shading fait dessus, donc vous savez la partie ombrée là que vous avez dessus. Mais ici vous avez des grandes figurines donc d'extraterrestres et d'hommes papillons qui sont très bien faites. En tout cas, ça a vraiment de la présence sur le plateau. Et voilà, moi je trouve ça super beau. Maintenant, le jeu en lui-même. Alors, j'aime beaucoup. Mais Unmatched Compete, c'est un cran au-dessus. Pour moi, c'est un cran au-dessus parce que dans le compétitif d'Unmatched, vous avez une notion de bluff, évidemment, qui n'existera pas ici, puisqu'ici, vous serez plus sur une notion d'aléatoire. Quelles cartes vont sortir du deck lorsque le boss va combattre? Donc, forcément, vous avez beaucoup moins cette notion de bluff. Enfin, vous ne l'avez plus du tout, d'ailleurs, cette notion de bluff, elle est remplacée par une notion de hasard. Peut-être que telle carte va être la carte qui va arriver va être puissante. Peut-être que vous allez avoir une carte qui s'appelle Supercherie qui va remélanger le deck et qui finalement est un 0-0. Donc, vous allez mettre plein de bourre si jamais vous l'attaquez, ou alors si vous attaquez, il va complètement rater. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est en deçà en termes d'intérêt que le bluff que vous pouvez avoir et que cette dimension stratégique que vous pouvez avoir entre deux joueurs humains. Maintenant, on retrouve les sensations d'Unmatched dans cette boîte coopérative, minus ce dont je viens de vous parler. Donc, pour moi, c'est une réussite, Unmatched coopératif. Je préfère tout de même le compétitif. Donc moi j'y mettrais un 7,5 sur 10 pour un beau matériel, pour une adaptation qui finalement est réussie vers le coopératif, mais je pense que je jouerais plus avec les personnages de cette boîte en compète qu'en coop. Et je termine avec un autre bébé de chez Yellow, la gamme Yellow Expert cette fois-ci, une gamme que j'apprécie beaucoup, je vous en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kutna Hora, qui est un jeu dans lequel, donc c'est compétitif pour 2 à 4 joueurs, dans lequel vous allez constituer votre cité, donc la cité d'argent, à côté d'une mine d'argent, et donc vous allez participer à cette construction de concert, mais en fait, bon, c'est compétitif parce que vous avez un système de points, bien évidemment. Le but à la fin sera d'obtenir le plus de points de victoire. Et pour ça, vous avez une ribambelle d'actions qui sont identifiées sur des cartes. Vous avez donc un certain nombre de cartes, je crois que c'est 7, et sur chaque carte, vous avez 2 actions. Et à chaque tour, vous allez devoir en jouer 2, et vous sélectionnez l'action que vous souhaitez déclencher sur les cartes que vous allez jouer. Très simple. Parmi ces actions-là, vous allez pouvoir commencer à construire la mine qui vous permettra de placer des petits bonhommes dessus. Et donc si sur ces tuiles vous avez des étoiles, et bien à la fin vous avez un système de majorité en fonction de la ligne d'étoiles que vous avez. Enfin bref, un système de majorité très simple en fonction de vos possessions de tuiles. Vous allez acheter des permis pour pouvoir construire des bâtiments qui correspondent à vos guildes, parce que vous allez sélectionner des guildes, je reviens là-dessus juste après. Ces bâtiments, vous allez ensuite devoir les placer sur des parcelles. Donc vous avez une action de parcelle pour pouvoir réserver des parcelles sur un quadrillage donc, qui est sur le plateau principal, et ensuite ces tuiles, eh bien, vous allez les placer sur ces fameuses parcelles pour pouvoir obtenir des points grâce à un système de connexion d'icônes, et en plus de ça, vous avez des effets dessus qui vont faire évoluer des prix qui sont symbolisés par des sortes de petits présentoirs avec des languettes, et c'est bien là la mécanique principale du jeu, l'intérêt principal de Kutna Hora, c'est ce système d'évolution des prix, ce système dynamique qui va faire évoluer les tarifs de ce que vous allez vendre, de ce que vous allez acheter aussi, en fonction de ce que les joueurs vont faire grâce à leur guilde. Parce que oui, vous allez avoir des guildes qui vont vous être attribuées. J'ai plus le nom, mais vous avez une guilde qui est en rapport avec la viande, une guilde qui est en rapport avec le coût du bois. L'idée, c'est que vous ne pouvez construire des bâtiments que des guildes que vous possédez. Donc si vous avez ces trois-là, eh bien, vous ne pourrez pas affluer, par exemple, sur l'argent, sur la fonte de l'argent. Voilà, ça, vous ne l'avez pas. Donc ce seront les autres qui vont évoluer, qui vont faire évoluer ça, et vous subirez ces évolutions de coûts, puisque vous ne pouvez rien y faire. Par contre, si vous construisez un bâtiment de votre guilde, par exemple, si on prend la guilde du bois, vous allez construire un bâtiment, donc une scierie par exemple, eh bien, vous allez avoir plus de bois, donc le coût va diminuer. Mais le fait de construire de nouveaux bâtiments va attirer de la population, va attirer des personnes qui vont faire
faire donc évoluer les coûts puisqu'il y aura plus de demandes. Et vous avez un système de balancier comme ça qui va fonctionner entre les joueurs qui se partagent les mêmes guildes. Le truc, c'est que à 4 joueurs, ça marche très bien parce que vous allez vous partager ces guildes entre 2 joueurs systématiquement et donc vous allez faire évoluer de manière assez dynamique les prix, ça va être régulier. Vous allez par exemple diminuer le prix du bois parce que vous allez construire une scierie, mais en fonction de ce que les autres joueurs vont faire, eh bien ça va vous revenir et le bois aura augmenté, ce qui fait que lorsque vous voulez construire des bâtiments, bah, ça sera encore plus cher pour vous. C'est quelque chose qui fonctionne aussi à 3 joueurs, sauf qu'à 3 joueurs, vous avez toujours une guilde qui n'appartient à personne, ce qui fait que vous êtes le seul à induire finalement les évolutions de prix là-dessus. Et à 2 joueurs, malheureusement, on perd cette dynamique-là, puisque chaque joueur va avoir 3 guildes sur lesquelles il va influer. Et ça, forcément, la dynamique de la partie va drôlement évoluer vers quelque chose de plus posé, de moins dynamique, et c'est vraiment la partie un peu dommage, je trouve, dans Kutna-Hora à 2 joueurs, c'est qu'à 2 joueurs, bah, ça manque de punch, quoi. Ça manque de quelque chose, on perd finalement pas mal de cet élément principal qui est l'évolution des coûts, cet élément central qui est la partie originale de Kutna-Hora fonctionne moins à 2 joueurs, et bien c'est un peu moins intéressant. Voilà, donc moi j'ai adoré mes parties de Kutna-Hora, donc j'ai joué à 2, à 3, à 4, je l'ai moins aimé à 2 parce que vraiment je trouve qu'il manque quelque chose, ça reste bon pour autant, attention, mais on est vraiment sur un... Ah ouais, on reste un peu sur notre fin, quoi, quand on y a joué dans d'autres configurations. Donc Kutna-Hora, pour moi, c'est un très bon jeu, un jeu original vis-à-vis son système de prix, évidemment, je vous en ai assez parlé comme ça. À 2 joueurs, je trouve ça un petit peu moins bien, je le conseille surtout à 3 ou à 4 joueurs si vous avez la possibilité. Néanmoins, on a ici encore un jeu solide de la gamme Yellow Expert. Pour moi, ce sera un 8 sur 10 pour Kutna-Hora. Et voilà. Et juste avant qu'on se quitte, je me permets de faire une petite pub qui ne me concerne absolument pas, mais j'ai découvert le site les-meeple.fr. C'est un site dans lequel vous allez retrouver des avis de tout type, et je sais que certains d'entre vous aimez bien dissocier la partie créateur de contenu et la partie finalement publique, et donc c'est ce que propose ce site internet, donc qui est en cours de construction, il devrait terminer, donc là il est en version bêta. Je mettrai le lien dans la description, si j'oublie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me le dire en commentaire que je le fasse. Mais en gros, vous allez avoir un site qui va recenser donc les jeux qui sortent avec les avis, donc qui sont donnés comme je le fais là finalement, avec des extraits donc textualisés. Mais il y a aussi la partie donc publique, et donc comme ça vous permettra de voir un petit peu la différence qui réside entre ces deux, parce qu'on sait qu'il en existe, hein, évidemment, on sait qu'il en existe des différences entre les créateurs de contenu et les spectateurs, les joueurs classique, j'allais dire. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous donner votre soutien, parce que c'est je trouve que c'est une belle initiative. Donc voilà, allons-y, on aime les belles initiatives, et c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, ça va suffire tout de même. Donc si tu as apprécié cette vidéo, pouce bleu, s'abonner, bisous là, tout ça. On se retrouve très bientôt, évidemment si tu as des commentaires, les mets là-dessous, hein. Si tu as des avis vis-à-vis de ce que je viens de te proposer, n'hésite pas à te lâcher. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.